Gemini Me présente Blabla Science. Aujourd'hui, l'espace-temps serait-il un passe-temps? Bienvenue dans Le Débat. C'est notre espace de réflexion croisée où on analyse aujourd'hui les implications vraiment les plus profondes de la physique moderne. Parce que, imaginez un instant, si on effaçait les équations d'Albert Einstein de nos serveurs informatiques, là, tout de suite. Ce serait un chaos monumental, ouais. Un chaos total, exactement. Le réseau mondial de nos téléphones, nos systèmes de navigation, tout ça s'effondrerait en l'espace de quelques heures. On serait aveugle, on dériverait genre de 10 km par jour sur nos cartes GPS. C'est fou quand on y pense. Oui, c'est fascinant. On plie littéralement le temps et l'espace au quotidien pour des tâches aussi banales que commander un repas ou trouver un café. C'est clair. Et c'est fascinant de voir à quel point la relativité est devenue une sorte d'infrastructure invisible pour notre civilisation tout entière. Absolument. Et c'est vraiment ce point de départ qui pose la question centrale de notre discussion d'aujourd'hui. Jusqu'où est-ce qu'on peut tordre la réalité ? Est-ce que notre compréhension de la relativité générale fait de l'univers un simple terrain de jeu mécanique, vous voyez, une toile malléable qu'on serait destiné à conquérir physiquement par l'ingénierie spatiale ? Ou alors, voilà, est-ce que ces mêmes lois révèlent des limites absolues, des murs qui rendent cette conquête des étoiles illusoire et qui nous poussent inévitablement vers une destinée purement temporelle et métaphysique ? Moi, en tant qu'avocate de cette perspective technologique, je suis persuadée que la gravité et l'espace-temps sont des outils géométriques. Rien de plus. Rien de plus, vraiment. Bah oui, au même titre que l'humanité a domestiqué le feu, puis la thermodynamique, je soutiens qu'on apprendra à sculpter la courbure même de l'univers. On va asseoir notre présence physique parmi les étoiles. Il n'y a rien dans la physique qui nous interdit formellement de devenir, disons, les architectes de la gravité. Les architectes de la gravité, c'est une très belle formule. N'est-ce pas ? Ouais, mais bon, c'est un vertige intellectuel majeur et je me positionne fermement sur la seconde option, personnellement. L'espace-temps ce n'est pas une ressource passive qu'on peut juste exploiter. La physique nous montre l'impossibilité d'une véritable évasion physique à grande échelle. Vous êtes bien pessimiste aujourd'hui. C'est pas du pessimisme, c'est de la thermodynamique. Ces limites extrêmes, comme la causalité et l'entropie, forment des murs complètement infranchissables. Moi, je suis convaincu que l'exploration spatiale est une distraction et que la véritable trajectoire de l'univers, elle est temporelle. C'est un effondrement inévitable vers une forme de conscience originelle. Laissez-moi vous expliquer pourquoi votre vision utilitariste est à mon sens un immense mirage. Je vous écoute. Vous citez le système GPS comme une preuve de maîtrise. Pour moi, c'est tout l'inverse. C'est pas une maîtrise, c'est une rustine mathématique. On s'en sert juste pour compenser notre propre glissement dans un tissu gravitationnel qui nous domine totalement. Oh, une rustine. Non mais attendez, on corrige quand même une dérive hyper complexe. Nos horloges en orbite subissent 7 microsecondes de ralentissement par jour à cause de leur vitesse. La relativité restreinte, oui. Voilà. Et on y combine 45 microsecondes d'avance due à la faible gravité, la relativité générale. Donc un net de 38 microsecondes par jour. C'est pas une rustine, on dompte cette géométrie futile. Une orbite n'est rien d'autre qu'une chute libre où on modifie continuellement notre angle, non ? On joue avec les trajectoires. Non, on ne joue pas, on subit les trajectoires. J'aborde la chose d'une manière différente, si vous me permettez. Allez-y. Pour comprendre à quel point notre soi-disant contrôle est artificiel, superficiel, il faut s'intéresser à la nature même de la masse, ce qu'on essaye d'envoyer dans l'espace en fait. La matière de nos vaisseaux, vous voulez dire ? Ouais, nos vaisseaux, nos propres corps. Savez-vous réellement ce qu'est la masse physique ? Prenez l'analogie classique du physicien David Miller sur le champ de Higgs. Imaginez une pièce remplie de physiciens. Une particule sans masse traverse la pièce à la vitesse de la lumière, sans que personne s'en soucie. D'accord, elle file tout droit. Exactement. Mais si une célébrité entre, disons Albert Einstein en personne, la foule s'attroupe autour de lui, ça le ralentit, ça lui donne une inertie. C'est ça, la masse. Oui, d'accord, les particules baignent dans le champ de Higgs, ce qui leur donne une résistance au mouvement. C'est un concept fondamental. Mais en quoi ça nous empêche d'avancer ou de manipuler cette matière ? Parce que c'est juste la pointe de l'iceberg quantique, ça. Le champ de Higgs, ça ne compte que pour environ 1% de notre masse. Seulement 1%? Eh oui. Les 99% restants, ils viennent d'où ? De l'énergie de liaison de la force nucléaire forte. À l'intérieur de chaque proton de votre corps, là, maintenant, les quarks sont maintenus ensemble par des gluons dans une tempête quantique d'une violence inouïe.
La masse n'est pas un bloc de matière solide que vous pouvez tranquillement piloter avec un joystick. C'est de l'énergie pure capturée dans un chaos subatomique. On est les passagers captifs de ces forces fondamentales, pas leurs maîtres. Alors, je vous entends sur la nature quantique de la matière, mais la matière a une propriété macroscopique fascinante. Elle modifie naturellement ses propres contraintes. C'est-à-dire? Prenez la Terre. Vous dites qu'on est captif, mais la Terre génère une force centrifuge par sa simple rotation. Combiné à la malléabilité des roches sur des millions d'années, ça crée un bourrelet équatorial. Ah, vous faites référence à l'élargissement de la Terre à l'équateur. Tout à fait. À l'équateur, la surface est environ 21 km plus éloignée du centre qu'au pôle. Ouais, c'est un fait géométrique. Entre cette distance supplémentaire et la force centrifuge, la gravité ressentie diminue. Un objet pèse 0,5% de moins à l'équateur. C'est une altération naturelle de la gravité par la géométrie et le mouvement. Donc si une simple boule de roche aveugle modifie sa propre métrique gravitationnelle en tournant, imaginez ce qu'une ingénierie stellaire ciblée pourrait accomplir. Je vois où vous voulez en venir. Sauf que votre exemple prouve précisément mon point, en fait. Ah bon? Bah oui, la Terre modifie la gravité locale, oui, mais elle entraîne l'espace-temps avec elle comme un corps pris dans un fluide. Ce n'est pas un acte de libération géométrique, l'espace a une viscosité. Prenez la mission spatiale Gravity Probe B de la NASA. Elle a littéralement mesuré cet effet, qu'on appelle l'entraînement des repères. L'effet lens steering. C'est ça. En tournant sur elle-même, la Terre mouline l'espace-temps autour d'elle, exactement comme une cuillère qui tourne dans un pot de miel cosmique. Les gyroscopes ultra précis du satellite ont été physiquement déviés par ce tourbillon. Et alors? Et alors, ça prouve qu'on ne navigue pas sur une grille cartésienne abstraite, on est englué. Mais c'est là que l'ingénierie devient super exaltante, au contraire. Si l'espace ressemble à du miel qu'on peut entraîner, utilisons la cuillère à notre avantage. Poussons ces lois à l'extrême. Utilisez la cuillère, vous y allez fort. Mais oui. Ce tourbillon gravitationnel que vous décrivez, l'effet lens steering, il est particulièrement extrême autour des trous noirs en rotation, comme le fameux trou noir de Kerr, Gargantua, modélisé dans le film Interstellaire. Oui, Gargantua, où le temps s'écoule tellement différemment qu'une heure près de l'horizon équivaut à 7 années sur Terre. C'est terrifiant. Terrifiant, mais exploitable. Exactement. Autour d'un tel monstre, il y a une zone bien spécifique qu'on appelle l'ergosphère. C'est juste à l'extérieur de l'horizon des événements. Là, l'espace lui-même est entraîné à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Rien ne peut y rester immobile. Et le physicien Roger Penrose a démontré comment on pourrait exploiter ça. Ah, le fameux processus de Penrose. Vous le connaissez bien sûr. Pour nos auditeurs, le principe est juste brillant. Vous lancez un vaisseau dans cette ergosphère. L'espace vous emporte à une vitesse folle. Et là, vous larguez une partie de votre masse. Des déchets, un propulseur vide, peu importe. Cette partie tombe dans le trou noir. Et par conservation du moment cinétique? En réaction, oui, la partie restante de votre vaisseau est catapultée vers l'extérieur. Mais voici le miracle de la physique. Vous ressortez avec beaucoup plus d'énergie que vous n'en aviez en entrant. Vous avez littéralement volé l'énergie de rotation du trou noir. C'est la station-service galactique ultime. Ouais, c'est un concept théorique superbe sur un tableau noir, mais en pratique, vous n'allez pas, trouver un trou noir de Kerr sagement placé sur votre route vers Proxima Centauri? C'est pour ça qu'on n'aura pas besoin d'en trouver. On va les fabriquer. Vous les fabriquez? Vous plaisantez? Pas du tout. C'est le concept du Kugelblitz. Oh Seigneur! Un trou noir artificiel qui n'est pas créé par l'effondrement d'une étoile, mais par de la pure lumière. Si on concentre des lasers à rayons gamma ultra-énergétiques en un point super précis, la densité d'énergie sera telle que la lumière elle-même va déchirer l'espace pour former un trou noir. On crée l'encre gravitationnelle, on l'exploite et paf, on avance. D'accord, il faut qu'on s'arrête 2 secondes sur la réalité physique terrifiante de ce que vous venez de décrire. Je vous assure que c'est mathématiquement fondé. C'est un argument franchement convaincant sur le papier, mais est-ce que vous avez considéré les échelles? Un Kugelblitz utilisable pour un vaisseau aurait peut-être la taille d'un seul proton, d'accord? Oui, c'est microscopique. Microscopique en taille, 1000 contiendrait la masse d'une montagne entière. C'est un monstre absolu. Et vous oubliez complètement la mécanique quantique dans votre belle équation géométrique. Vous parlez du rayonnement de Hawking, je suppose. Évidemment que je parle de Stephen Hawking. Il a prouvé que les trous noirs ne sont pas totalement noirs. Ils fuient, ils s'évaporent. Et plus un trou noir est petit, plus il s'évapore vite, et violemment. Oui, la température est inversement proportionnelle à la masse. Exactement.
Donc, un Kugelblitz de la taille d'un proton s'évaporerait en une fraction de seconde, dégageant l'énergie de millions de bombes nucléaires. Utiliser ça comme moteur nécessiterait une synchronisation temporelle à la femtoseconde près. La moindre erreur et votre vaisseau est pulvérisé. Mais l'ingénierie a toujours consisté à maîtriser des explosions. Je veux dire, un moteur à combustion interne dans une vieille voiture, c'est juste une série d'explosions contrôlées dans un cylindre. C'est pas comparable. On parle ici de forces de marée gravitationnelles extrêmes. La gravité diminue avec le carré de la distance. Près d'une masse de la tête d'une montagne concentrée dans un proton, la différence de gravité entre la proue et la poupe de votre vaisseau le déchiqueterait en atomes individuels. La spaghettification. Oui, la fameuse spaghettification, c'est d'ailleurs ce qui crée les vagues géantes sur la planète de Miller dans votre propre exemple d'Interstellar. La gravité étire littéralement la croûte planétaire. Et si vous espérez contourner ça en créant une véritable bulle de distorsion, un moteur warp qui compresse l'espace à l'avant et le dilate à l'arrière, La métrique d'Alcubierre, oui. vous vous heurtez à un autre mur absolu. Il faut de l'énergie négative pour dilater l'espace derrière le vaisseau. Une matière exotique, voilà, qui repousserait la gravité au lieu de l'attirer. C'est un concept élégant. Élégant mais inexistant. L'énergie négative macroscopique n'existe pas dans les lois de notre univers. Votre vaisseau stellaire, il est cloué au sol par les lois mêmes que vous espérez exploiter. Ok, c'est un défi redoutable, je vous l'accorde sans problème. Mais permettez-moi de contourner ce besoin d'énergie négative avec une autre mécanique, hyper réelle celle-là, le blue shift. Le décalage vers le bleu? Comment ça nous aide? Réfléchissez. Comment on fait pour freiner un vaisseau qui fonce à, disons, une fraction significative de la vitesse de la lumière, sans devoir transporter des millions de tonnes de carburant juste pour la décélération? Je suis curieux de l'entendre. Le vaisseau tire des faisceaux laser tout à fait normaux vers l'avant, avec un très léger angle croisé pour qu'ils convergent. Sauf que, comme le vaisseau va presque à la vitesse de la lumière, l'effet Doppler relativiste s'applique de manière foudroyante. Ah, la lumière va se tasser. Voilà. Pour un observateur extérieur devant le vaisseau, cette lumière subit un blue shift extrême. Ses ondes se compressent, sa fréquence explose vers le bleu, puis ça devient des rayons gamma surpuissants. Cette lumière gagne une énergie colossale simplement grâce à l'élan cinétique du vaisseau. Et vous utilisez cette lumière surcompressée pour générer un Kugelblitz spontané juste devant vous? Exactement. Ce micro-trou noir se forme de lui-même grâce à votre propre inertie. Il crée instantanément un puits gravitationnel hypermassif juste devant la proue. Le vaisseau doit alors littéralement grimper cette pente spatiale artificielle, ce qui draine toute son énergie cinétique et le fait freiner brusquement. Grimper une pente, oui. Et le meilleur dans tout ça, pendant que ce Kugelblitz s'évapore en une milliseconde par ce fameux rayonnement de Hawking que vous citiez avec frayeur, il émet un flash de chaleur phénoménal. Le vaisseau absorbe ça via des boucliers thermiques pour recharger ses batteries. D'accord. C'est un système KERS de récupération d'énergie cinétique, mais à l'échelle interstellaire. C'est le triomphe total de la forme sur la matière brute. C'est d'une ingéniosité mathématique époustouflante. Je peux pas le nier. Merci. Mais, et il y a un gros mais, votre analogie du siphon, de cette fameuse pente spatiale qu'on grimpe ou qu'on descend, ça contient une erreur fondamentale sur la nature de la gravité extrême. L'espace ne s'écoule pas vers un lieu au sens géographique. Que voulez-vous dire par là? Si on tombe dans un puits de gravité, on va bien vers le centre du puits, non? C'est une direction géométrique. Seulement à faible échelle, mais au cœur des singularités que vous voulez manipuler avec tant de désinvolture, les mathématiques basculent. Quand on franchit l'horizon d'un trou noir, l'espace se compresse tellement que la direction vers le centre devient statistiquement et inexorablement le futur. Attendez, le futur? Oui, ce n'est plus une direction géographique du genre nord-sud, gauche-droite. Le centre d'un trou noir n'est pas un endroit dans la galaxie, c'est un moment inéluctable dans le temps. C'est comme le mardi prochain, vous voyez? Comme le mardi prochain? Bah oui, vous ne pouvez pas éviter le mardi prochain. Peu importe votre vitesse, peu importe la puissance de votre vaisseau, le mardi prochain va arriver. Et le centre du trou noir, c'est ça. Le centre de la gravité serait un point dans le temps? Bon, d'accord, c'est vertigineux. Mais c'est la relativité dans sa forme la plus pure. Si le centre absolu de la gravité est temporel, toute cette agitation spatiale, vos Kugelblitz, vos lasers de freinage ultra sophistiqués, tout ça c'est vain. L'univers entier est structuré par cette flèche gravitationnelle temporelle. L'espace, c'est juste un tapis roulant qui nous amène vers la fin des temps.
Alors, je vois pourquoi vous pensez ça, hein, mais permettez-moi de vous donner une perspective un peu différente. Pourquoi est-ce qu'il faudrait considérer cette flèche temporelle comme une impasse ou une fin? En ingénierie, si on trouve un mur, on cherche à savoir ce qu'il y a derrière le mur. Parce qu'il n'y a pas de derrière au temps physique, c'est ça que vous refusez de voir. Vraiment. Suivons la cosmologie cyclique conforme. D'accord? Ouais. Une théorie métaphysique magnifique, développée par ce même Roger Penrose dont vous citiez l'ergosphère tout à l'heure. Le modèle CCC. Voilà. Poussons le temps jusqu'à sa limite ultime. Après des trillions de trillions d'années, quand absolument toutes les étoiles seront mortes et que même les trous noirs supermassifs au centre des galaxies se seront évaporés en émettant leur tout dernier rayonnement de Hawking. Qu'est-ce qu'il restera selon vous? Un univers immense, très froid, très vide, rempli uniquement d'un gaz résiduel de photons. De la lumière pure, en somme. Exactement. Un univers de lumière pure. Mais rappelez-vous ce que nous dit la relativité d'Einstein sur la lumière. Un photon se déplace à la vitesse absolue. Oui, c'est Donc, de son point de vue, il ne subit aucun passage du temps, et l'espace se contracte à zéro pour lui. La lumière ne vieillit pas. Attendez, vous êtes en train de dire que dans un univers où il n'y a plus que de la lumière, le concept même du temps n'existe plus pour aucun de ses occupants. Absolument. C'est brillant, non? Le temps perd tout sens mathématique. Et sans temps, la distance perd son sens aussi, parce que l'espace se mesure par le temps que met la lumière à le traverser. L'échelle devient caduque? L'échelle, la taille même de l'univers, devient une donnée vide de sens. C'est là qu'intervient la symétrie conforme de Penrose. Géométriquement et mathématiquement, cet univers infiniment vaste, froid et intemporel devient rigoureusement, parfaitement identique au point de départ de notre propre Big Bang, qui était, lui, infiniment petit, dense et chaud. L'infini de l'espace se replie sur un nouveau point d'origine, la fin devient littéralement le début. Voilà, la fin devient le début. C'est un modèle cosmologique vraiment fascinant et ça résout d'ailleurs le vieux problème de l'avant-Big Bang d'une manière super élégante. N'est-ce pas? Mais et j'ai une vraie question là-dessus. Comment vous passez de cette curiosité mathématique, d'une échelle invariante, à votre conclusion sur une soi-disant conscience cosmique unifiée? En quoi un univers rempli de photons froids implique une destinée métaphysique? Là, vous faites un saut. Je fais un saut parce qu'il faut se poser la question du pourquoi de cette grande parenthèse spatiale qu'est notre univers actuel. Abordons un instant la théorie du panpsychisme cosmologique. Ah, on y vient. Supposons qu'au moment précis de la singularité, à ce fameux point d'entropie zéro, la réalité n'était pas seulement de la matière hyper condensée, mais une forme de conscience totale, une omniscience unifiée, en paix absolue, mais profondément, indiciblement isolée. Isolé. Bah oui, sans espace géométrique, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de distance entre soi et l'autre, il n'y a pas de l'autre tout court. Donc, selon cette théorie, l'univers original serait conscient, mais se sentirait seul. Exactement ça. Et le Big Bang, la création foudroyante de l'espace-temps, ne serait alors qu'une fragmentation délibérée, une explosion de cette conscience originelle dans l'imperfection de la matière géométrique. Pour faire l'expérience du multiple. L'univers s'étend, l'entropie augmente, l'illusion du temps s'écoule, uniquement pour que cette conscience puisse s'oublier dans la multitude, pour expérimenter la vie sous des milliards d'angles différents et échapper à sa solitude glaciale. Et donc, vos vaisseaux interstellaires, vos Cougar-Blitz, tout votre arsenal de maîtrise spatiale, tout ça ce n'est que l'agitation frénétique de fragments qui refusent de voir que leur trajectoire naturelle, c'est de remonter la flèche du temps. Le but n'est pas de coloniser l'espace infini, le but est de laisser la mécanique du temps nous ramener doucement à la singularité unificatrice, à ce nouveau Big Bang de Penrose. Waouh! Alors, c'est hyper poétique, je vous l'accorde volontiers. C'est plus que poétique, c'est logique. Non. Je dois m'inscrire en faux contre ce déterminisme anthropique. Vous parlez de l'univers comme s'il possédait, je ne sais pas, une direction morale, une volonté cachée vers l'effondrement, vers la résignation. Or, la physique locale, celle qu'on observe tous les jours, nous montre tout l'inverse. La thermodynamique est implacable. L'ordre tend toujours vers le désordre. À l'échelle globale et isolée, oui. Mais regardez les structures qui nous entourent, là, concrètement. Regardez les trous noirs massifs dans notre propre galaxie. Ils ne tournent pas tous sagement dans le même sens comme un grand siphon cosmique qui s'enroulerait vers un destin commun. Leurs axes de rotation sont totalement, fondamentalement chaotiques. Ce sont des fluctuations statistiques. Non. Pourquoi ils tournent comme ça? Parce que leur rotation est le résultat d'accidents locaux.
l'effondrement désordonné de leur étoile parente ou bien des collisions galactiques passées sous des angles hautement improbables. L'univers n'a pas de haut, il n'a pas de bas et il n'a certainement pas de grand plan préétabli. C'est un chaos pur, une page blanche. Une page blanche où l'encre finit irrémédiablement par sécher et s'effacer, oui. Sauf si, sauf si on décide d'y écrire continuellement Avec nos petits lasers. avec la vie. C'est là qu'intervient le phénomène de la vie et de la conscience matérielle. Nous sommes ce que le génial physicien Erwin Schrödinger appelait de la négantropie, de l'entropie négative. L'univers veut le désordre, il veut dissiper la chaleur. Et que fait la vie? Elle brûle de l'énergie? Elle en capte, elle mange, elle respire, elle capte l'énergie rayonnante du Soleil pour construire des structures ultra complexes, de l'ADN, des cerveaux conscients, des cathédrales et oui, des satellites GPS. On est des îlots de complexité croissante qui nagent littéralement à contre-courant du grand fleuve anthropique. Nager à contre-courant, c'est bien beau, mais ça ne vous empêche pas de finir dans l'océan à la fin de la journée. Passion devient ceux qui tracent le lit de la rivière. Les lois dont on a parlé depuis le début de l'émission, l'équivalence entre la masse et l'accélération, la compression de la lumière par le blue shift, le vol inouï d'énergie par l'ergosphère, ce sont des failles dans le système, ce sont des leviers d'action. Des failles temporelles qui se refermeront? La simple déformation de la Terre en rotation pour régler nos montres atomiques à la microseconde, Ce qui est une adaptation locale, je le rappelle. eh bien, on pourra demain sculpter des trous noirs de lumière pour empêcher cet univers de mourir de froid. La multitude, l'expansion, la colonisation spatiale, ce n'est pas une fuite, c'est au contraire l'objectif final de la matière consciente. Franchement, c'est de l'arrogance technologique pure et simple face à l'éternité. Refusez le retour à l'unité de cette manière. Vous voulez utiliser les propres lois de notre prison spatiale géométrique pour en solidifier les barreaux. Je veux ouvrir les portes, pas solidifier les barreaux. Les processus gravitationnels que vous vénérez tant, l'effet Landsettering, les trous noirs, tout ça prouve une chose. Ça prouve que tout corps fini s'écoule inexorablement vers son futur causal. Tenter d'utiliser des failles physiques pour repousser éternellement cette échéance temporelle, c'est comme un voyageur amnésique qui s'agiterait frénétiquement dans un train en marche. Un voyageur dans un train, Ouais. persuadé que courir très vite dans les couloirs du train de l'arrière vers l'avant l'empêchera d'arriver à la gare. Ouais. Mais la gare, c'est la fin du temps lui-même. Vos Kugelblitz, vos immenses lasers de freinage, l'énergie de Gargantua, tout cela cessera d'exister quand la singularité redéfinira le concept même d'existence. Bon, je crois qu'on a touché là le fondement absolu de notre désaccord philosophique et scientifique. Il est sans doute temps de résumer nos positions respectives pour nos auditeurs. Oui, je pense qu'il est temps. Alors, pour moi, la physique moderne, et ça va vraiment de la petite correction de 38 microsecondes de nos réseaux de satellites GPS jusqu'à la danse cataclysmique des trous noirs de Kerr, démontre que l'univers est une arène géométrique. La gravité n'est pas une fatalité qui nous tire, comme vous le dites, vers le fond du temps. C'est une toile élastique que notre négantropie, notre intelligence vitale est appelée à maîtriser. Et donc, l'exploration spatiale, l'ingénierie stellaire et la multiplicité des mondes sont l'épanouissement naturel de l'univers. C'est une résistance structurée, magnifique contre le chaos et l'entropie. Et pour moi, les mécanismes mêmes que vous cherchez avec tant de ferveur à manipuler prouvent l'inverse. L'entraînement profond de l'espace par les masses, la viscosité inhérente du vide quantique que l'on commence tout juste à comprendre et l'effondrement inéluctable vers le futur démontré par la relativité générale. Tout ça indique que le domaine spatial est, au fond, une illusion transitoire. Une belle illusion quand même. Magnifique, oui, mais une illusion. On ne conquérera jamais vraiment l'espace de manière absolue, car l'espace est programmé pour se dissoudre dans le temps. L'univers finira par se résorber dans la lumière pure, sans temps ni échelle, pour entamer un nouveau cycle de Penrose, réunifiant ainsi toute cette conscience éclatée, brisée, dans sa singularité originelle, parfaite et intemporelle. Eh bien, je dois dire que malgré l'antagonisme profond de nos deux postulats, je dois vraiment admettre la beauté symétrique de nos deux lectures du monde. Je ressens la même chose, figurez-vous. L'une regarde, disons, résolument vers l'extérieur. Elle voit dans les équations vertigineuses de la mécanique quantique et de la relativité les plans de construction, le manuel d'instruction, pour une infinité d'avenirs complexes et matériels. Et l'autre regarde vers l'intérieur. Et elle accepte, avec humilité, que la fin thermodynamique absolue et le commencement cosmologique pur
ne soit finalement qu'un seul et même point. Un point de perfection mathématique et, osons le dire, spirituel. Deux visions vastes qui, ironiquement, naissent exactement des mêmes équations de la relativité générale d'Einstein. Exactement. Et c'est précisément ce qui rend l'astrophysique, je trouve, si profondément humaine. Ce soir ou demain soir, quand vous, chers auditeurs, vous lèverez les yeux vers la gigantesque voûte étoilée au-dessus de vos têtes, prenez un instant pour observer ce silence. Regardez-vous une horlogerie colossale, froide, que l'ingéniosité humaine finira inévitablement par démonter, comprendre et piloter fièrement d'étoile en étoile. Ou bien contemplez-vous la lente, la très lente et vertigineuse respiration d'un univers conscient qui, après s'être étiré à l'infini pour échapper à sa propre solitude primordiale, se prépare doucement à ramener tous ses fragments vers la lumière, pour fermer les yeux une dernière fois avant le prochain éveil. Voilà la grande question. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans le débat aujourd'hui. La réponse reste littéralement en suspens dans les plis de l'espace-temps. À très bientôt.